Parole d'auteur. Parole d'auteur, Philippe Gilbert. Algérie perdue et Racine en Haute-Corrèze. Rendez-vous manqué avec l'histoire et blessé de la vie. Désir de vengeance et pardon. Bonheur d'enfance perdu, déraciné au carrefour du destin. Amertume et lésion de l'âme. Chemin de la rédemption et tragédie et ignominie. Secret de famille et alliance des malheurs. Histoire dans la grande histoire. Histoire d'amour. Corrèze rude, Corrèze mystérieuse. Autant d'ingrédients amers qui constituent le roman de la vengeance mais aussi du pardon et de l'amour que nous propose Pierre-Georges Glaise, intitulé Comme une odeur de gentiane, paru chez Calment Lévy en 2024. Bonjour Georges-Patrick Glaise. Bonjour. Merci d'être des nôtres aujourd'hui. Nous sommes ravis de vous accueillir à Parole d'auteur. Je salue nos fidèles auditeurs. Et je leur rappelle qu'ils peuvent réagir à cette émission sur notre site et la retrouver en podcast sur toutes les grandes plateformes numériques. Alors Georges-Patrick Glaise, première question. C'est une question presque technique. La gentiane. Alors, avant peut-être de nous expliquer exactement ce qu'est la gentiane, est-ce que vous faites une différence entre la Suze et la Salers? Ah oui, bien sûr. Alors, vous allez nous expliquer. Bien sûr. La Suze et la Salers, c'est pas du tout pareil. Hein. La Suze, c'est pour ceux qui sont pas du Massif central. La Salers, c'est ce qui appartient vraiment à l'Auvergne. C'est la racine même de l'Auvergne. C'est un apéritif extraordinaire qui se boit frais avec un trait d'eau glacée et qui constitue l'apéritif de tous les hommes en Corrèze, comme le pastis à Marseille. Hein. Voilà. Alors, le décor, j'allais dire, est presque planté. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais rappeler quelques éléments de biographie vous concernant à nos auditeurs. Donc, vous êtes né à Paris, vous aviez une mère qui a été comédienne. Oui, voilà. En effet. Et qu'est-ce qu'elle jouait comme comédie? Ma mère a été pendant des années à ce qu'on appelait pas à l'époque FR3, mais qui s'appelait Midi-Pyrénées, qui est dans le studio était aux allées Jean Jaurès, là où est actuellement Radio France, Radio Bleu, et elle faisait partie de la troupe de comédiens qui étaient, à l'époque, il y avait des comédiens qui étaient permanents à la radio. Il y avait eu 2 émissions de radio, de pièces de théâtre par semaine, avec des metteurs en scène comme Jacques Toulza et Christian Marc. Et donc, elle faisait partie de ça. En même temps, elle était pensionnaire au Grenier de Toulouse. Et donc, voilà, et elle vivait ainsi donc de son art, en l'absence de mon père, car mon père était marin, lui, par contre, ce qui est assez original. Et cette carrière toulousaine faisait suite à sa carrière parisienne. Elle était descendue, disons, de Paris, parce que c'était plus facile pour se rapprocher, pour travailler, pour les parents étant à l'Ariège, voilà. Et André Laberty, c'était son nom? André Laberty, c'est son nom de comédienne, en effet. Elle a travaillé beaucoup, fait beaucoup de théâtre. Bon, moi, je l'accompagnais, et de l'âge de 5 ans à l'âge de 14 ans, je faisais partie de la petite troupe de garçons qui faisaient des émissions enfantines le jeudi, à l'époque, et j'étais salarié de Toulouse, je sais pas, c'était pas Midi-Pyrénées, je sais pas, FR3 à l'époque, et j'avais des bulletins de salaire, et quand je suis parti en retraite, j'ai voulu falloir un bulletin de salaire, et on m'a dit que j'avais pas le droit de travailler, j'étais trop jeune. Ah, voilà. Alors, est-ce que le fait d'avoir une mère comédienne, ça influe, ça a des conséquences sur les talents d'écrivain? Sûrement oui, parce que ça habitue à raconter des histoires, et ça ne m'a pas donné envie de monter sur les planches, par contre, pas du tout, mais ça habitue à raconter des histoires, à communiquer aux gens, à donner du bonheur à ce que les gens vous écoutent et écoutent les histoires que vous pouvez leur raconter, sans aucun doute. Et je suis toujours un narrateur à ce niveau-là. Quelque part, ça a ce goût
Et peut-être ce qui vous a été transmis par votre mère vous a donné un petit peu le goût de monter sur les planches, puisque vous êtes devenu enseignant. Oui, je suis devenu enseignant. C'est aussi notre théâtre, c'est vrai. Notre théâtre. Le prof est en effet toujours acteur de son propre rôle, son propre show, c'est vrai. Mais ma mère, d'ailleurs, a franchi dans le sens, le pas, puisque à la fin de sa vie, elle avait arrêté toute activité radiophonique et théâtrale, et elle écrivait. Elle s'est mise à écrire. Ah, d'accord. Alors, je précise pour nos auditeurs que vous êtes donc agrégé d'histoire-géographie, que vous avez eu une carrière d'enseignant qui vous a fait bouger un petit peu dans la France et jusqu'au nord de la France, jusque Dunkerque. Vous gardez un bon souvenir de votre expérience à Dunkerque ? À Dunkerque, je suis resté pas très longtemps, 1 an. J'étais en 1982, un moment qui était difficile socialement parlant, parce que c'était la crise de l'industrie navale. Il y avait une grande déprime chez tous les gens. Et en même temps, beaucoup de foi, d'espérance. C'était pas la France de maintenant, c'était plus tout le même paramètre, disons. Hein. Et j'ai été très bien accueilli par les gens du Nord. Et j'en conserve un excellent souvenir, parce que sans doute aussi je ne suis resté qu'1 an. Et je suis redescendu l'année suivante en Corrèze. Là, je suis arrivé célibataire et 10 ans plus tard, je suis reparti de Corrèze avec une femme et 2 enfants. Voilà, c'est un très beau trajet. Voilà. Alors, vous avez, j'ai lu des statistiques à votre sujet. Et la plus jolie statistique que j'ai trouvée, c'est que vous avez publié pratiquement 25 livres, ce qui fait en moyenne un livre par an, plus d'un livre par an pendant 20 ans. Oui. Alors, d'où vous vient cet imaginaire, ce potentiel créatif ? Je suis prof d'histoire de mon métier de formation et donc prof d'histoire c'est un passeur de mémoire et en écrivant des bouquins je continue à enseigner d'une autre manière. Je n'ai plus de public scolaire devant mes yeux mais je passe des mémoires, je transmets des histoires et c'est souvent des faits réels qui servent à nourrir mes romans, racontés par mes propres lecteurs, ils me racontent leur vie, etc. Et des fois, je leur dis, ne me racontez pas trop, parce que je vais faire un roman avec ce que vous avez raconté. Et les gens qui ont des existences extraordinaires, moi j'ai envie de raconter l'histoire de ces gens qui sont des gens ordinaires, des petites gens, qui sont de la petite histoire dans la grande histoire. Voilà. Alors, vous avez publié, si je ne me trompe, votre premier roman en 2002, c'était Le temps en héritage. Oui. Et depuis, donc, vous n'avez pas cessé. Et le dernier que vous ayez publié, alors il y a eu celui que nous allons voir aujourd'hui, qui est donc Communauté urgentiale, mais il a été suivi, je crois, par un autre qui s'appelle Les oubliés de l'histoire. En Occitanie. Oui, alors, Les oubliés de l'histoire, c'est pas un roman, ça c'est de l'histoire pure. C'est 50 courtes biographies d'Occitans célèbres et oubliés, qui fait suite lui-même à un bouquin préalable qui s'appelait Les Ariégeois dans l'histoire. Hein. Et ça, c'était ces 2 œuvres de commande pour un éditeur qui s'appelle Le Papillon Rouge, qui est spécialisé dans le patrimoine. Voilà. Mais qui n'ont pas de rapport avec l'activité romanesque, disons. C'est notre vecteur. Bon, ceci étant, donc, vous ne vous limitez pas au roman, vous publiez des livres d'histoire. Est-ce qu'on pourrait dire que ce sont des livres un petit peu de sociologie des territoires, des terroirs Oui, il y a toujours une sociologie qui apparaît dedans, une société, des gens qui souvent sont un peu en décalage par rapport à la France d'aujourd'hui, qui n'existe plus. Hein. On n'est pas dans la France des banlieues, c'est une France rurale que je décris, moi. Je suis un ruraliste de formation, et donc c'est cette France qui a de la terre à semelle de ses souliers, hein, beaucoup plus que les tickets de métro dans la poche. Alors vous avez quelle motivation quand vous écrivez ? Il y a sans doute un souci de transmission et il y a un souci d'expliquer ce qu'était ou ce qu'est encore la vie dans ces terroirs, dans ces régions. Il y a ça, et aussi le fait de faire rêver les gens, de les sortir un peu de leur quotidien, de leur offrir une bouffée d'oxygène, de décontraction, d'autres choses. Donc mes histoires se terminent en général bien. Je suis toujours attaché à ce que je ne cultive pas le drame. Des drames, je pense qu'il y en a assez dans la vie courante pour qu'on n'en rajoute pas une louche systématiquement. Donc je suis un auteur positiviste à ce point de vue, si vous voulez. Même s'il y a des côtés des fois un peu noirs, parce que la vie, c'est parfois pas toujours drôle, bien sûr. Mais mes histoires sont toujours dans une réalité, mais qui reste souriante.
les romans que j'ai faits qui sont en tendance un peu polardeuse ne sont pas des polars noirs du tout, ce sont des polars ruraux. D'accord. Alors, il me semble avoir lu quelque part que vous aviez déclaré tout ce que j'écris est vrai. Donc, ça vient confirmer ce que vous nous disiez à l'instant, que vous, si on vous raconte une histoire, cette histoire risque de devenir un roman. C'est exact. Voilà, Seulement, mon histoire n'est pas forcément arrivée à une seule et même personne. Des fois, il me faut plusieurs personnes, plusieurs histoires pour en faire une seule. Plusieurs vies, plusieurs éléments de vie me permettent de faire un destin. Et ce destin, je vis avec, et pendant l'histoire du roman, et il peut changer en cours d'écriture. Alors, je me fais une physionomie du personnage, des lieux. Je suis très attaché à la peinture des lieux, des cadres de vie. Et donc, je vais fréquemment sur les sites de l'agence immobilière pour visiter virtuellement des appartements, des maisons, etc., des décors, de manière à pouvoir m'imprégner de ces décors qu'il peut y avoir et que je retranscris dans mes romans. Ah, vous poussez la précision et le détail, la rigueur très loin, là. Selon vous, comment vous considérez, est-ce que vous lui en attribuez un d'ailleurs, de rôle à l'écrivain dans la société d'une manière générale ? C'est une vaste question, ça. L'écrivain dans la société, c'est à la fois un phare et un témoin. Bon, il y a un peu les deux, mais bon, des fois plus l'un, des fois plus l'autre. Bon. Très bien. Alors, revenons à votre livre « Comme une odeur de gentiane ». Cet ouvrage, comment vous pourriez nous résumer très rapidement quel est le sujet, de quoi ça parle, pourquoi vous avez choisi de l'écrire ? Qu'est-ce qui vous a animé ? C'est un roman historique, d'histoire, qui transmet quelque chose qu'on a oublié parce que quand la guerre d'Algérie s'est terminée, en 1962, on a vite tourné la page. Moi, je me suis intéressé à la période 62-64, où les gens rentrent, et avec un désir, en effet, c'est de tourner cette page. Et de là, j'ai mis une histoire d'amour dans un pays qui n'est pas le mien, puisque c'est la Corrèze. Alors que moi, je suis ariégeois. Pardon. Et j'ai cherché à retransmettre un peu le sentiment des soldats qui sont rentrés, avec leur passé, et ce qu'ils avaient envie de faire, ce qu'ils avaient envie de voir. C'est un roman qui a du vague à l'âme, je dirais, et qui transmet aussi le passé, le passif, de ceux qui sont rentrés. C'est un roman qui a une place un peu à part dans ce que j'ai pu écrire jusque-là. D'accord. Est-ce qu'on peut qualifier ce roman de roman nostalgique ? Parce que vous décrivez des périodes qui sont passées, qui sont révolues, et dans lesquelles certains lecteurs, moi en premier, on peut dire oui, tiens, à cette époque, c'était comme ça. Il n'est pas nostalgique de la guerre, pas du tout. Il est nostalgique du temps qu'il y a eu avant la guerre. Peut-être, oui. Éventuellement. Mais c'est un roman de mémoire, surtout. Et je parlais de la nostalgie parce que effectivement il y a cette trame principale, ce fond de guerre d'Algérie, de retour d'Algérie, mais il y a aussi une évocation très précise de la vie en France dans les territoires ruraux, la manière de vivre. Vous décrivez par le menu l'hôtellerie qui fonctionnait à cette époque-là et qui est à 1000 lieues de ce que l'on peut trouver maintenant. Donc, vous parlez aussi de l'organisation des terres, de la campagne, en disant que, à cette époque-là, on commençait à subir l'exode rural. Donc, vous décrivez quand même une époque aussi qui est autre chose que la guerre d'Algérie. Oui, mais il n'y a pas de nostalgie dedans. Je suis un grand témoin, simplement. Je suis un grand témoin. L'historien n'a pas à être nostalgique. Il est là pour faire un peu comme un miroir, en fin de compte, qui renvoie de l'image vers les compatriotes d'aujourd'hui. Mais c'est sans état d'âme personnel, intime. Le témoin qui restitue. Le témoin, voilà, c'est tout. D'accord. Le témoin restitue.
En exergue, vous citez donc Alexandre Dumas. À tous les maux, il est deux remèdes, le temps et le silence. Ça résume complètement le principe. C'est bien la philosophie en effet du livre pour Roger Lachaud qui, disons, a la grosse sur la patate, comme on dirait aujourd'hui quand il rentre, qui a envie de régler ses comptes. Le titre, comme une odeur de gentiane, s'est imposé directement ? Assez directement. Vous savez, quand j'écris un roman, je mets un titre, il est théoriquement provisoire, mais souvent c'est ce que j'appelle un titre tracteur. C'est-à-dire qu'il tire l'image du roman autour de lui, et là, on n'a pas beaucoup bougé le titre, il est resté tel quel. C'est arrivé que sur tes romans, on bouge un peu, parce que c'était pas très heureux. Non, là, on est resté dans le jus, tel quel. Il y a à la fois le passé, il y a le présent, il y a l'enracinement à la Corrèze et au plateau des Mille Vaches. Donc il y a tout ça. Le titre était, je pense, adéquat. Alors, une fois que vous avez trouvé le tracteur, comme vous venez de dire, ça s'organise comment ? Un Georges Patrick Glaise qui écrit, il a ses routines d'écriture, il a son temps consacré à l'écriture, c'est par intermittence, c'est d'un seul jet, comment ça se passe ? Alors j'écris tous les jours, quand je peux, mais en général je fais je fais une page par jour, des fois deux, de préférence le matin. Disons que maintenant c'est plus varié que quand j'étais en fonction comme enseignant. Comme enseignant, pendant 20 ans, j'ai été automatiquement impacté par l'emploi du temps au lycée, donc je dégageais des créneaux de liberté pour l'écriture. Maintenant, je peux écrire davantage à ma convenance quand je le sens. Souvent le matin, j'ai des idées bien fraîches, elles sont pétillantes, ça va, ça avance. Le soir, je fais souvent des bisonnettes, mais il m'arrive aussi d'écrire le soir. Des dialogues, par exemple, qui tombent, des petits bouts de dialogue qui tombent. Là, j'en ai fait un juste avant de venir, vous voyez. Et l'histoire d'une dame qui se rend compte qu'elle est enceinte. C'est tous les problèmes que ça peut poser. C'est réglé au millimètre, le dialogue. C'est-à-dire que chaque mot compte, et puis c'est une phrase courte, et quand ils se répondent l'une l'autre, et il faut que ça fasse pap, 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 que ça claque, quoi. Alors justement, je dis à l'oral, je les oralise souvent, d'ailleurs. Comme je suis un peu la théorie du gueuloir, pour les jouer. Les jouer, j'en trouve là un peu de ce que ma mère disait, c'est vrai, de manière à ce que les gens les entendent de leurs oreilles. Alors effectivement, en lisant ces phrases, en lisant ce livre, on les entend bien, ces phrases. Et vous avez tout à l'heure précisé que vous aviez le souci du détail. Et c'est effectivement l'impression que j'ai eue en vous lisant, c'est qu'il y a vraiment le souci du détail. Il y a le numéro de la Simca, l'explication de sa cylindrée, etc., etc. Ça, c'est très caractéristique. Et vous venez de le dire également, des phrases concises, j'allais dire presque sobre, mais dans un style toujours efficace. Alors je voudrais donner à nos auditeurs deux petits exemples que j'ai bien aimés. À quelques cumulus de beau temps près, rien n'avait vraiment changé. Ouais. C'est très évocateur, ouais. C'est très simple, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire, mais dans une formule qui reste travaillée, néanmoins, même si c'est sobre. Plus loin, vous dites une foule colorée, un rien chiriguesque. Ouais. Ça aussi. Et oui, dans le souci du détail, le 4 cylindres de 1475 cm3 développant 69 chevaux, en parlant de la Simca 1500. Là, j'ai bien aimé. J'avoue que je pousse le bouchon un peu loin, mais c'est le désir de l'entomologiste qui des os sur d'insectes qui explique de A à Z, et le fait que le lecteur apprend quelque chose, il découvre des choses, etc., qu'il avait oublié souvent, d'ailleurs. Et voilà, et c'est tout à fait l'impression que ça donne en tant que lecteur, en disant « Ah oui, effectivement, il a raison, c'était bien ça ».
Et on peut même se poser la question pour des lecteurs qui n'étaient pas nés à cette époque et qui n'ont pas connu ça, en disant, voilà, vous apportez des informations sur le passé, et donc vous apportez des informations sur la guerre d'Algérie, sur les campagnes à la sortie de la guerre, et tout ça, finalement, comme vous l'avez précisé, sans nostalgie, sans regret. Je vous propose d'écouter ce qui suit. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. C'est payé. J'ai allumé le feu, mes chagrins, mes plaisirs. Je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours. Je repars à zéro. Non. Regrette rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien, car ma vie, car mes jours, ça commence avec toi. Parole d'auteur. Philippe Gilbert. Nous sommes toujours en compagnie de Georges Patrick Glaise pour son roman « Comme une odeur de gentiane ». Georges Patrick Glaise, vous non plus, lorsque vous écrivez, vous ne regrettez rien. Quand j'écris, je cherche à ce que mes personnages soient toujours dans une action qui soit à la fois plausible, réaliste, réel, et je pense à eux. Je pense à eux. C'est eux qui m'inspirent. À des moments où je ne peux pas écrire parce que j'ai autre chose dans la tête, hein, mais il y a des moments où, quand c'est bien en phase, ça coule de source. Ça va. C'est comme quand un tonneau de vin, on va ouvrir le robinet, puis ça va couler tout seul. Au moment où ça va pas venir tout seul du tout, ça va être difficile. Bon, c'est très variable. D'accord. Alors, revenons au roman. Donc, quel est le contexte de départ de ce roman ? C'est un roman qui commence par la fin ? C'est un roman qui commence par la fin. Il commence quand, en 1900 de nos jours, là, à Tarnac, exactement, en Haute-Corrèze, un gars du coin découvre qu'il y a des zadistes qui sont installés dans une ancienne ferme en ruine où a eu lieu un drame à l'époque de la Seconde Guerre mondiale. Et il s'est dit, il faut que je prévienne absolument les gendarmes et les propriétaires, parce que si le propriétaire de la maison en question le voit, qui est un ancien d'Algérie, lui va faire un coup de sang et ça va mal se passer.
Donc ça commence par là. Il faut dire que le lieu est exact, puisque Tarnac a été un des hauts lieux de l'extrême gauche, de l'ultra-gauche, il y a quelques années de ça. Donc c'est un lieu encore aujourd'hui qui est empreint d'une certaine coloration politique. Donc le point de départ est parfaitement politiquement exact. Comme quoi, tout ce que vous écrivez est vrai, effectivement. Alors, au niveau des lieux dans ce roman, il y a donc la Corrèze, il y a l'Algérie aussi, qui est décrite, qui est plus, qui n'est pas le lieu de déroulement du roman, mais qui est le lieu d'une des mémoires du roman. Et il y a la description. Il y a à un moment donné Marseille aussi, ce qui est assez important. Et puis donc, comme je disais, la Corrèze, le plateau de Mille Vaches, tout ce que vous pouvez, tout ce qu'on peut imaginer de la Corrèze dans son aspect de terroir, de France profonde. Alors, lorsque vous avez imaginé cette histoire, est-ce qu'il y avait quelque chose de particulier qui vous a fait aborder le sujet du départ de l'Algérie, et plus précisément non pas des premiers départs de l'Algérie, mais des départs qui ont été que l'on qualifie de départs tardifs? Alors, les lieux ont une histoire eux-mêmes. La Corrèze, c'est le pays de ma femme. Donc c'est un pays que je connais bien depuis 40 ans. Hein, et je voulais faire un roman qui ne soit pas sur l'Ariège. Donc la Corrèze me paraissait être un département de circonstances intéressantes. D'autant plus que j'y suis souvent. J'ai beaucoup d'amis corréziens. Je suis à la Foire de Brive. Donc il y avait un côté un peu renvoi d'ascenseur, hein, sans aucun doute là-dedans. Hein. Un clin d'œil à mes amis corréziens. Il y avait ça. Pour Marseille, ce qui était sur Marseille, c'était assez facile, puisque mon père ayant été marin pendant très longtemps, on allait le voir. Souvent, il arrivait à Marseille. Donc, le port de Marseille, dans les années 60, je connaissais bien. C'est le Marseille de ma jeunesse que j'ai pu décrire. Donc les lieux, etc., étaient donc assez familiers, et donc je voulais en faire des choses qui n'étaient pas sur l'Ariège, mais j'avais là un terrain qui était tout trouvé en fin de compte, et les planètes s'alignaient bien les unes avec les autres pour bâtir une histoire qui mette l'accès sur quelque chose qu'on n'aurait pas beaucoup évoqué, parce qu'on parle toujours de la fin de la guerre Algérie 19 mars, en oubliant que 19 mars c'est l'arrêt des combats théoriques, parce que ça continuait bien après, que si les militaires français sont rentrés en grosse partie en 62, certains sont rentrés tard, beaucoup plus tard, 64, puisque mon bateau, le président Cazalet, est le dernier bateau à partir, et certains même en 1969, puisque en 1969, il y avait des techniciens français au Sahara qui mettaient au point l'arme atomique. Donc l'Algérie et la France, ça a été une histoire complexe, et c'est pas en 62 d'un coup de baguette magique que la guerre d'Algérie s'est arrêtée et que les choses se sont arrangées. Au contraire, elles se sont complexifiées avec tout le drame des harkis. Donc je dis un vague petit mot dedans, pas beaucoup, mais je l'évoque quand même avec une phrase ou deux. Et pour beaucoup de soldats qui sont rentrés, l'Algérie, c'est quand même quelque chose qu'ils ne pourront jamais oublier. J'en veux pour preuve, moi, l'histoire de mon propre beau-frère, hein, qui est parti faire la guerre d'Algérie à l'âge de 18 ans et qui a été traumatisé pour le reste de ses jours. Comme beaucoup de jeunes soldats qui ont été plongés dans ce chaudron algérien sans comprendre pourquoi est-ce qu'ils y faisaient. Et se trouvaient dans une guerre qui était une guerre cruelle, une guerre où l'ennemi était partout et nulle part. Alors, il faut signaler aux auditeurs que, effectivement, vous donnez un certain nombre d'informations sur les conditions de rapatriement des Français qui vivaient en Algérie. Vous fournissez beaucoup de détails et vous apportez effectivement cette information et ce témoignage en même temps que, effectivement, les rapatriements, ça s'est pas commencé et terminé à une seule date. Alors, pourquoi
vous en parlez tout simplement parce qu'il faut peut-être qu'on explique un peu aux auditeurs que Roger Lachaud donc revient, est un militaire, capitaine du train, Oui. que vous allez expliquer, dont vous allez expliquer la signification à nos auditeurs, qui revient d'Algérie et qui est un peu dépité. Oui, c'est pas un officier de carrière, hein. C'est pas un carriériste, c'est un type qui a fait la résistance. Il a poursuivi après la guerre dans la première armée française, puis un séjour ou deux en Indochine. Il est dans le cadre de ce qu'on appelait à l'époque les ORSA, les officiers de réserve en situation d'activité. C'est un réserviste en fin de compte prolongé. Et ce n'est pas quelqu'un qui veut se faire activer, il n'est pas acharné à gagner du galon. Du tout. Et lui, ce qui importe, c'est de faire payer à ceux qui lui ont fait du mal, en fin de compte, le mal qu'ils lui ont fait. Alors il se trouve que il va croiser sur le bateau qui revient d'Algérie, il va croiser un personnage qui s'appelle Claire de Puymagnac, et elle se trouve, si on peut dire, un petit peu dans la même situation qu'elle par rapport au déracinement. Alors, pourriez nous donner quelques explications? Claire est une jeune femme qui est d'origine corrézienne, mais qui n'a jamais vécu en Corrèze, car son père, en effet, avait épousé sa mère américaine. Son père avait épousé cette femme américaine, une femme avec qui il ne s'entendait pas du tout, et le couple s'est séparé très vite. Elle est partie aux États-Unis, elle n'a vécu aux États-Unis, elle est devenue médecin aux États-Unis. Elle a épousé un officier français, l'ont rencontré dans le Congo-Ripic, et son mari elle part faire la guerre algérienne avec lui, elle le suit, mais bien sûr, son mari est mort. Cette femme, en 1960, elle se pose des questions. Que faire? Rentrer en Amérique où elle a perdu sa mère, elle n'a plus personne. Rester en Algérie, elle aimerait bien pour aider, parce que c'est dans sa matrice, d'aider les gens qui sont sur place. Et puis elle se rend vite compte que rester en Algérie, pour une femme française en 1964, c'est impossible. Les circonstances font qu'on ne peut pas rester, il faut qu'elle rentre. Mais où aller? Alors elle se rappelle que sa grand-mère est corrézienne et elle a un petit château paumé là-haut, sur le plateau des Mille Vaches. Une grand-mère qu'elle n'a pas vue depuis pratiquement 40 ans, hein, et qu'elle a quitté à l'âge de 1 an. Donc il la connaît ni d'Ève ni d'Adam presque. Et elle dit, je vais essayer d'y aller la voir. Et parce que c'est le fil de la mémoire qu'elle veut reconstituer, qu'elle veut retrouver. Et pour sa grand-mère, cette jeune femme qui arrive, qui tombe du ciel, c'est un peu aussi un formidable message d'espoir, parce qu'elle n'avait plus personne, elle voyait sa vie s'étioler, se terminer, et là, d'un seul coup, elle retrouve quelqu'un avec qui elle va pouvoir repasser le message des générations et transmettre sa mémoire. Et ces deux destins donc, qui se rencontrent, Claire et Roger, qui ont des buts différents. Et ce qui se passe, c'est que les malheurs de l'un sont à l'origine de l'histoire de l'autre. Voilà, c'est ça. Donc, ce sont deux personnages qui sont à la recherche de leurs racines, et on comprend assez rapidement qu'il y a une interconnexion dans les destins et dans les histoires des deux familles. Je voudrais revenir sur un petit détail, quand vous précisez que c'est quelque chose qui va créer de l'espoir. Oui, sauf peut-être pour les domestiques de Clémentine, qui, eux, avaient peut-être d'autres plans. Ils n'avaient pas du tout imaginé ça, ils avaient imaginé un autre plan, eux. Évidemment, l'arrivée, Claire ne les ravit pas du tout, mais ça, c'est les hasards de la vie. Les hasards de la vie, bon, ouais. Alors donc, dans ce roman, on voit ces deux personnages principaux qui se réinstallent en Corrèze, qui se réapproprient leur Corrèze d'origine. Et vous apportez beaucoup de détails sur ce pays, sur le pays qu'on qualifie de pays vert, n'est-ce pas? Et donc je vous propose d'écouter un petit peu de musique corrézienne.
Parole d'auteur. Philippe Gilbert. Nous sommes toujours en Corrèze avec Georges Patrick Glaise qui vient nous présenter son dernier roman Comme une odeur de gentiane. Georges Patrick Glaise, alors ce choix de musique, dites-nous un petit peu. Les musiques sont toujours, dans mon écriture, synchrones. C'est-à-dire qu'elles sont de l'époque où elles illustrent l'époque. La première musique que nous avons entendue, la chanson d'Edith Piaf, est en effet correspondant à ça, puisque c'était la chanson que chantaient les parachutistes du 1er régiment, du 1er REP, après le coup d'État raté de 1961, en marchant sur le camp de Zeralda. Et c'est un peu la chanson d'ailleurs de certains, tous ceux qui sont rentrés d'Algérie avec la rage au cœur, des fois des velléités un peu de reprendre leur revanche. Bon. Donc celle-là est bien synchrone. La deuxième aussi, de Jean Ségurel, elle a été créée en 1964 et on a des bandes de vidéos d'ailleurs de Ségurel qui la chante à l'accordéon avec son ensemble en bord de Corrèze, au milieu des gentianes. D'accord. Alors, parmi les autres personnages, on a effectivement Clémentine qui est la châtelaine. Alors, première question, Puymagnac, ça existe ? Clémentine de Puymagnac, c'est une dame qui a 85 ans et m'a été inspirée par plusieurs personnages que j'ai croisés dans ma vie, bon, etc. Elle a des racines. C'est une femme forte, une femme qui est au soir de sa vie et qui désespère un peu de pouvoir transmettre ce qu'elle a sur le château de Puymagnac, l'histoire de sa famille, etc. Et elle va vivre l'arrivée de Claire comme une renaissance, vraiment. Comme c'est le retour d'enfant prodige, hein. Il y a un peu de ça. Et elle va faire tout ce qu'elle peut pour lui expliquer les choses et lui expliquer l'inexplicable. Car elle ne sait pas tout. Claire, elle sait beaucoup de choses, mais il y a des choses qu'elle ne sait pas, notamment sur les abominations que son propre fils, a pu faire. Et son fils qui est le père de Claire. Et pour Claire, c'est un choc quand elle va découvrir, par la bouche de sa grand-mère, et puis par 2 ou 3 témoins à côté, que son père a été quand même un sacré salopard. Voilà. C'est un retour dans un passé très douloureux qui est provoqué par l'arrivée de ces 2 personnages principaux. C'est un passé très douloureux et qui s'inspire de faits réels. La Corrèze a été une très grande terre de résistance. Il y a eu, avec des actes de courage extraordinaires, il y a eu aussi des massacres abominables. Je pense notamment au massacre de Tulle. Et récemment, d'ailleurs, j'en parle dans le roman. Fortuitement, on a découvert une fosse commune avec des corps dedans de soldats allemands, car les maquis français ont exécuté froidement des prisonniers allemands, des pauvres types, hein, c'était pas des SS, c'était des gars qui avaient 40-50 ans, des territoriaux, hein, tout simplement parce que prisonniers, ils ne savaient pas quoi en faire. Alors vous abordez effectivement le sujet des gens qui se trouvaient à un endroit au mauvais moment, et vous évoquez aussi le cas des gens qu'on appelle les malgré tout. Les malgré tout, ce sont les Alsaciens qui se sont trouvés engagés malgré eux dans l'armée française. Alors certains s'y sont comportés, disons, avec des sentiments très germaniques, il faut le dire, c'est vrai, mais il y a d'autres qui est très très français, au contraire, et pour qui il y a une solution que déserter. Et toute l'ambiguïté des malgré tout résiste là. Ils ont été souvent affectés sur le front de l'Est, bien sûr, mais pas toujours.
Donc ça, ce sont des aspects du livre dont on sent qu'il a été rédigé par l'historien et qui apporte effectivement beaucoup d'informations. Et à ce titre-là, je pense que c'est un livre qui gagnera à être lu par les jeunes générations, parce que c'est une manière, finalement, de s'imprégner de l'histoire très agréable. Je fais l'histoire autrement que ce que je pouvais faire quand j'étais prof. Mais je suis toujours un passeur d'histoire. Et cette histoire, elle est souvent oubliée par les jeunes générations qui ont tendance aujourd'hui à sériser, en fin de compte, les hommes entre les bons d'un côté et les mauvais de l'autre, les noirs, les blancs. Mais c'est beaucoup plus compliqué que ça, en réalité. Je pense à une phrase de l'Artegui, un grand écrivain d'Artegui, qui disait « Tout homme est une guerre civile ». Et c'est vrai, il y a toujours le bien, le mal, etc. entre les deux. Et c'est ça qui fait les personnages qui sont de chair et d'os. C'est des gens qui sont souvent soumis aux aléas de l'histoire, qui fluctuent. Des fois, ils vont dans le bon sens, puis des fois, ils vont dans le mauvais sens. Bon. Et ils sont des héros, mais ils en sont aussi des victimes. Alors, si vous le permettez, je voudrais qu'on revienne à la technique du romancier. J'aime toujours poser cette question en disant comment faites-vous pour choisir les prénoms et les noms de vos personnages? Ah, ça c'est simple, ça. Disons que alors, les prénoms, je vais sur Internet, il y a des sites qui s'appellent les prénoms les plus familiers en telle époque. Donc on tape le nom, et on regarde, vous avez des listes entières de prénoms, par exemple dans les années 1900, Auguste, Augustin, etc. Bon, donc on trouve, c'est pas très facile de prénoms. Quant au nom, je prends l'annuaire téléphonique et je regarde les noms les plus courants dans une commune. Alors il ne faut pas que le nom soit une seule ou deux fois marqué, il faut qu'il y ait plusieurs noms, mais que les gens ne puissent pas se reconnaître dans le nom que je vais citer. Bon, alors quand c'est des noms comme Durand ou Dupont, ça va, mais quand c'est des noms qui sont plus typiques du pays, il faut par exemple, il faut que les gens, qu'il y en ait plusieurs, sinon on va mettre le nom dessus. Et donc c'est pas ce que je veux pas désigner quelqu'un, moi c'est pas coller une cible sur le nom de quelqu'un, mais il faut que par contre que le nom qui soit typique de ce que ça aurait pu être, qui ait pu exister. Alors, encore une fois, ça prouve que tout est vrai. Tout ce qui est écrit. Tout est vrai. Le moindre détail à vérifier. Alors, je voudrais qu'on vienne encore un instant sur les années 60 que vous décrivez. Alors, on voit bien les années 60 à travers Marseille, à travers le voyage, et puis ensuite à travers la description de la Corrèze. Ce qui nous amènera juste après ce sujet-là à parler de l'exode rural qui était déjà bien amorcé. Alors, quand il débarque à Marseille, alors je vais vous faire une petite confidence. J'ai trouvé, mais je n'ai aucune légitimité, je n'ai aucune connaissance sur le sujet, j'ai trouvé que pour les formalités administratives de la démobilisation étaient extrêmement rapides. Oui, alors il a été démobilisé en fin de compte déjà sur place. C'est la dernière phase, c'est-à-dire c'est la phase où il rend non pas les armes, mais c'est la phase finale. La démobilisation est intervenue déjà en amont. Sur place, il n'y avait plus rien, c'était fini. Quand les soldats sont arrivés, ils sont arrivés avec leurs valises, ils sont précipités dans le bras de leur femme, de leur fiancé, et puis c'était terminé l'autorité militaire, basta. Voilà. Donc c'était cette petite précision qui m'intéressait, parce que dans le roman, vous décrivez, ils sont dans le taxi, ils attendent, elle attend en bas dans le taxi, que lui est... il est déjà civil. Il est déjà civil. Il est déjà civil. Oui. Alors, il est en uniforme parce qu'il a cet uniforme. Alors par contre, il y a un élément que vous n'avez pas pu voir, je pense, c'est que sur le bateau, il a une discussion avec un autre officier qui s'appelle Laurent Cessac. Et Laurent Cessac, c'est un personnage d'un de mes romans déjà. C'est un personnage principal du deuxième roman que j'ai écrit qui s'appelle Le chemin de Peyreblanc et qui est un roman qui se passe en Ariège, mais qui est en réalité toute l'histoire du village de ma femme. D'accord. Et je me suis amusé à faire un tour de passe-passe, c'est-à-dire à croiser le destin de ces deux personnages, l'un qui est un parachutiste qui est revenu de tout lui aussi, et l'autre qui est un capitaine du train. Ils ont le même profil à peu près, ce sont
l'un est un guerrier, l'autre n'est pas un guerrier vraiment, bon, hein. Mais ils sont tous les deux bouleversés par la guerre et par ce qu'ils ont vu. Ils ont envie de tourner la page ou autre chose. Oui. Non, mais alors, je l'avais effectivement remarqué, mais la question que je me posais, c'était savoir si c'était volontaire ou pas volontaire qu'on retrouve le même nom. C'est volontaire. D'accord. Très C'est bien. volontaire. Je me suis beaucoup amusé, moi, à le faire et à reprendre le roman que j'avais écrit il y a longtemps. Ce roman il a 20 ans, il a 20 ans d'âge, hein, et avec une petite note pour les lecteurs pour les renvoyer à ce roman qui a été en Corrèze, qui a eu du succès en Corrèze, parce que beaucoup de les Corréziens se sont retrouvés dedans, bien sûr. Voilà. Alors revenons aux années 60. Donc comme on le disait en début d'émission, vous décrivez par le menu les cylindrés, vous décrivez la voiture, la 2 chevaux, la parisienne, la Simca 1500, etc. Alors, on sent que c'était une autre époque, et on le sent d'autant plus quand on arrive en Corrèze. Il se trouve que Roger Lachaud va prendre un hôtel, va déjeuner au restaurant, et vous décrivez l'établissement de l'époque. Est-ce que vous pouviez nous en tracer un petit portrait ? L'hôtel existe sur place. Nous sommes montés avec ma femme l'été dernier en Corrèze. C'est-à-dire là qu'a été tournée la bande d'annonce que Calman Lévy a mis sur son site, bande d'annonce du roman. Et l'hôtel existe parfaitement. On n'a pas pu y déjeuner parce qu'il était fermé malheureusement. Mais on a pu voir le menu dehors, c'est le premier de venir vous dire. Et c'est un très beau pays que le pays de Tarnac, un pays charmant, un peu en marge, c'est vrai, de la Corrèze traditionnelle. Hein. C'est un pays rude. Alors, les garçons connaissent un peu, les hommes connaissent un peu le plateau de Millevaches parce que c'est le pays de la courtine. Et combien de jeunes militaires n'ont pas fait leur classe à une époque à la courtine et en parcourant avec les Rangers, donc ce pays. C'est un pays de landes, de bruyères, un pays qui a un certain mystère. Et il n'y avait pas, d'ailleurs, chez moi, en Ariège, il n'y avait pas ce type de paysage, ça n'existe pas. Donc, c'est un côté un peu irlandais, un peu comme ça, mais avec des sapins, bon, mystérieux. C'est apte au rêve, bon, ça, au fantasme. Et alors, vous faites parler votre personnage au sujet de l'exode rural en disant que c'est un phénomène qui a déjà bien commencé dans les années 60. Quand on voit le chemin parcouru, effectivement, on mesure l'évolution de ces territoires de la France profonde. Oui, le rural a commencé dès après 1945, dès l'après-guerre, à vrai dire, bon, insensiblement. Les années 60, c'est la fête de l'âge d'or d'une paysannerie française qui ne sait pas que elle va passer sous les fourches codines de l'Europe et qu'elle va être littéralement laminée par les politiques européennes qui font qu'aujourd'hui, il n'y a plus souvent que l'agriculteur dans par commune. C'est tout. C'est un monde qui a disparu. C'est une agriculture qui était une agriculture je dirais, presque souvent d'autosubsistance, hein, du moins de consommation personnelle. Alors, avec 20-25 hectares, on arrivait à vivre. Ça, c'est un monde qui est fini. Et aujourd'hui, l'agriculteur corrézien, s'il n'a pas 50-60 vaches, il n'arrive pas à tourner. C'est une agriculture qui n'est pas du tout mécanisée. Il y a un tracteur, bon, mais on le regarde avec beaucoup de passion et de nouveauté, mais il arrive juste. Et on n'est pas dans la course au machinisme agricole que l'on peut connaître aujourd'hui avec des tracteurs de 150, 200 chevaux. Bon, on n'est pas du tout ça. C'est pas du tout la même mesure. Hein. C'est une agriculture qui est dure, qui est pénible, où la terre est exigeante en sueur, où les femmes font leur part de travail beaucoup, et où on reste à la terre parce qu'on est un peu attaché à la glèbe, c'est comme ça, et puis on y reste. Voilà. Et cette agriculture corrézienne, elle a aujourd'hui totalement disparu. C'est une agriculture que je qualifierais de paléo-agriculture, bon, hein, littéralement, bon, à partir de la paléo-histoire. Bon. Voilà. Donc, Comme une odeur de gentiane, c'est le dernier roman de Georges Patrick Glaise.
Je m'adresse directement aux auditeurs en leur disant que si ils lisent, et je les y encourage vivement, ce roman, ils auront forcément envie d'aller découvrir la Corrèze. Oui, c'est un peu le but aussi, c'est les envoyer vers ce département qui est un beau département. Mes lecteurs sont, c'est vrai, souvent des gens de l'Occitanie, hein, parce que j'écris beaucoup sur l'Ariège, mais là j'ai écrit sur la Corrèze. Bon, je pourrais écrire sur d'autres régions, hein, bon, c'est vrai, mais j'aimerais bien qu'ils les envoient sur la Corrèze. C'est un joli département, on y mange très bien, c'est la porte du Midi, comme on dit, hein. Donc c'est une région sympathique, agréable, avec des hivers qui sont un peu différents du nôtre, plus froids, plus raides. Des gens qui sont un peu plus moins méditerranéens que nous, plus réservés, sans aucun doute. Bon. Mais tout aussi chaleureux et fidèle à l'amitié. Georges Patrick Glaise, merci beaucoup d'être venu à Parole d'auteur. Pour votre roman Comme une odeur de gentiane, paru, je le rappelle, aux éditions Calman-Lévy. Et vive la Corrèze. Merci aux auditeurs pour leur fidélité. Merci à Christophe Aubry à la technique. Bonne lecture à tous. Au revoir. Merci.